Raconterie présente Le Horla, une nouvelle de Guy de Maupassant. Épisode 2. « 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si là pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumare. J'ai cru d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbe et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la Bouille, par une allée étroite, entre 2 armées d'arbres démesurément hauts, qui mettaient un toit vert épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain. Non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout près, à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi? Et je me mis à tourner sur un talon très vite, comme une toupie. Je faillis tomber. Je rouvris les yeux. Les arbres dansaient. La terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis, là, je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre idée. Bizarre. Idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. « 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute, me remettra. « 2 juillet. Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le mont Saint-Michel, que je ne connaissais pas. Quelle vision, quand on arrive, comme moi, à Avranches, vers la fin du jour. La ville est sur une colline, et on me conduisit dans le jardin public, au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre 2 côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange, au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye.
après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui se lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits. Leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait: « Mon père, comme vous devez être bien ici. » Il répondit: « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler 2 chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes entre 2 marées, autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme. Tous 2 avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Je dis au moine: « Croyez-vous » Il murmura: « Je ne sais pas. » Je repris: « S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps? Comment ne les auriez-vous pas vus, vous? Et comment ne les aurais-je pas vus, moi ?» Il répondit: « Est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagnes d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. » Je me tus devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage, ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affirmer au juste. Mais je me tus. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. « 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais: « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?» « Oh, que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Oh, depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien, cependant. Mais j'ai grand peur d'être repris, moi. « 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui
sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu. Moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. « 5 juillet. Ai-je perdu la raison ? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange. Ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle, couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide. Complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombais sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui ? Moi ? Moi, sans doute. Cela ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Qui comprendra mon angoisse abominable ? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. Vous venez d'écouter le Horla, une nouvelle de Guy de Maupassant. Épisode 2. Adaptation audio par La Raconterie. Avec les voix de Lucas Baran, Bertrand Combe et Laurent Guyot. Écoutez la suite sur La Raconterie.